Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité aux 19h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Triple scrutin du 8 septembre 2021. Dans cette édition, les résultats provisoires que domine le RNI et un éclairage sur les enjeux pour le Maroc de demain et les défis que la future coalition gouvernementale aura à relever. L'élection 2021, nous avions suivi durant ces dernières semaines les attentes des citoyens, tout comme les programmes des partis politiques. Aujourd'hui, les résultats sont clairs, le RNI domine. Nous suivrons un reportage sur les aspirations des citoyens qui sont autant de messages à la future coalition gouvernementale. Démocratie participative, le grand succès remporté par les élections du 8 septembre est largement commenté par de nombreux organes de presse internationale. Des dizaines de journalistes accrédités et envoyés spéciaux avaient suivi en direct le déroulement du triple scrutin d'avant-hier, un défi en temps de pandémie. Et pour parler de ces élections, nous avons sur le plateau ce soir Madame Delel Meni, porte-parole du Rassemblement national des indépendants pendant la campagne électorale. Avec 102 sièges, le Rassemblement national des indépendants est le grand vainqueur du triple scrutin législatif, régional et communal. Le parti de la Colombe est suivi par le PAM et le parti de l'Istiqlal. Le scrutin du 8 septembre aura connu la participation de 8 789 676 électeurs et électrices, un chiffre en hausse de 2 152 252 électeurs par rapport aux législatives de 2016. Les chiffres des résultats provisoires avec Mohamed Deitlishkar. Il a de toute évidence dominé les élections, à la fois législatives, communales et régionales. Le RNI, le Rassemblement national des indépendants, s'impose désormais comme la première force politique au Maroc. Le RNI qui arrive en tête du triple scrutin. 102 sièges aux législatives, le triple des sièges qu'il avait obtenus en 2016. 9 995 sièges aux élections des conseils des communes et des arrondissements, le double du score RNI en 2015, et 196 sièges aux élections des conseils des régions, davantage plus que le double du score obtenu au précédent scrutin. Au même moment, le PJD, le Parti de la justice et du développement, aux commandes depuis une décennie, a fait une déroute spectaculaire, 13 places seulement aux élections d'avant-hier 8 septembre, alors qu'il en avait obtenu 125 aux législatives de 2016. Un recul spectaculaire qui se confirme aussi au scrutin communal et régional. Une 8e place qui lui colle à la peau, 777 sièges seulement au communal, à peine 18 sièges au régional. Pour ce qui est des autres partis, en tête du triple scrutin d'avant-hier, il y a également le PAM, le parti Authenticité et Modernité qui a réussi à conserver la 2e place qu'il avait obtenue déjà aux dernières législatives, en dépit d'un recul dans le nombre de sièges, 86 contre 102 en 2016. Au régional, il a remporté 143 sièges contre 132 lors du dernier scrutin, alors qu'au communal, il s'était jugé 6210 sièges contre 6655 en 2015. Il ressort aussi des résultats provisoires relatifs à la répartition des sièges, d'abord au titre de l'élection des membres de la Chambre des représentants, que l'Istiqlal a remporté 81 sièges. Il se maintient à la 3e place au classement, tout en réalisant une progression remarquable du nombre de sièges par rapport aux 46 qu'il avait obtenus en 2016. Il en va de même pour l'Union socialiste des forces populaires. L'USFP a réussi à presque doubler sa part de sièges, 35 pour ses élections 2021 contre 20 en 2016, une performance qui lui a permis d'occuper aujourd'hui la 4e place. Le MP, le mouvement populaire, lui, a décroché 29 sièges contre 27 lors des dernières législatives, alors que le Parti du Progrès et du Socialisme, le PPS, s'était jugé 21 sièges, avançant de 2 places par rapport au dernier scrutin, où il occupait la 8e place, avec 12 sièges seulement. L'Union constitutionnelle, l'UC, a stagné à la même position, la 7e, avec 18 sièges contre 19 en 2016.
En ce qui concerne cette répartition des sièges au titre de l'élection des membres des conseils des communes, l'Istiqlal est arrivé troisième avec 5600 sièges. Il était deuxième en 2015, suivi de l'Union socialiste des forces populaires avec 2415 sièges. Il était sixième en 2015, puis du Mouvement populaire avec 2253 sièges. Il était cinquième en 2015. Quant à l'Union constitutionnelle, elle est arrivée sixième avec 1626 sièges, suivie du Parti du Progrès et du Socialisme avec 1532 sièges. Aux élections régionales, le parti de l'Istiqlal a avancé d'une place avec 144 sièges, suivi du PAM, le parti Authenticité et Modernité, qui a obtenu 143 sièges, l'Union socialiste des forces populaires, l'USFP, 48 sièges, le MP, le Mouvement populaire, 47, l'Union constitutionnelle, l'UC, 30 sièges, et le PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, 29 sièges, 6 de plus qu'en 2015. Une nouvelle carte politique est sortie des urnes, une nouvelle majorité gouvernementale se dessine. Alors comment sont perçus ces résultats par le RNI qui a dominé les 3 scrutins? Nous avons avec nous sur le plateau, nous le disions, Madame Dalel Meni. Bonsoir, vous êtes porte-parole du Rassemblement national des indépendants durant la campagne électorale. Alors un commentaire concernant ces résultats. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout d'abord, nous tenons à remercier le peuple marocain de la confiance qu'il a accordée à notre parti. Ce résultat est le fruit d'un travail qui a duré pendant 5 ans et qui a choisi l'approche de proximité des citoyens. Nous avons été initiateur de plusieurs activités, notamment 100 jours sans ville, des tournées à l'échelle régionale. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de concentration et beaucoup de responsabilité le citoyen marocain qui reproche à la classe politique qu'elle est un peu loin de ses préoccupations journalières. Nous avons également mené une campagne électorale innovante, dirigée par des jeunes. Nous avons été présents sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux qui font aujourd'hui partie de la vie de la majorité des Marocains. Il est à signaler également que les Marocains sont un peuple qui tient beaucoup à l'espoir et le taux de participation assez honorable qui a dépassé les 50%. 50-35. Exactement, 50-35% est un indicateur très très parlant et nous sommes vraiment contents de ce résultat. Et justement, concernant le résultat, le RNI a doublé justement les sièges par rapport à 2016. Donc c'est un résultat plus que satisfaisant, bien sûr. Oui, et il faut signaler que nous avons fait un effort important pour attirer et convaincre des personnes, des nouvelles visages pour atterrir et participer efficacement à la politique. Et le taux de couverture aux circonscriptions électorales peut montrer notre niveau d'organisation. Nous avons atteint 100% des circonscriptions législatives, 100% des circonscriptions régionales et pour une première fois pour le parti, 81% pour les circonscriptions communales. Alors dans son programme électoral, le RNI fixe des objectifs bien précis. Alors est-ce sur la base de ces objectifs que se formera la future majorité gouvernementale? Le programme du RNI reflète une vision pour le citoyen marocain aujourd'hui. Donc, ce sont des engagements que nous avons faits et aujourd'hui, nous veillerons à que ces engagements soient tenus. Ce qui est très bien, que notre vision se croise avec plusieurs partis qui ont eu des bons résultats. Et cela, bien évidemment, fera la base des négociations, des consultations pour former ce gouvernement. Alors, vous restez avec nous le temps donc de suivre quelques témoignages de citoyens concernant leurs aspirations de la future majorité gouvernementale. En effet, le triple scrutin législatif régional et communal d'avant-hier, 8 septembre, une étape importante pour la formation du prochain gouvernement. La classe politique aura la charge de relever plusieurs défis, mais surtout
répondre aux attentes grandissantes des citoyens. Nos équipes à Agadir ont interrogé quelques citoyens. Ils témoignent dans ce reportage signé Hijb Tamek Hassan Silla. Le commentaire est signé Marie Melmessi. Ils étaient nombreux à se rendre aux urnes avant-hier mercredi. Les habitants de la région de Souss-Massa s'impatientent de découvrir les contours de la nouvelle carte politique. C'est plutôt avec optimisme qu'ils ont accueilli hier l'annonce des résultats de ce triple scrutin. Avec l'arrivée du Rassemblement national des indépendants sur le devant de la scène, nos attentes sont légion, que ce soit au plan local ou national. Je sollicite en priorité le Conseil régional de Souss-Massa pour mettre en marche des projets de développement davantage axés sur les zones rurales. La réforme de l'administration est aussi l'une des lourdes responsabilités qui incombent au prochain gouvernement. L'émergence de nouvelles élites politiques, un horizon d'espoir qui s'ouvre pour ses citoyens. C'est le cas de la population du Souss, une région qui comprend 2 préfectures et 4 provinces. يتطلعون إلى التغيير ويتطلعون إلى أن تكون لهم حياة مرتبطة Les citoyens aspirent à ce qu'il y ait du changement. Leurs attentes convergent principalement vers 3 secteurs, l'emploi, l'éducation et la santé. L'enjeu aujourd'hui pour la classe politique est de sortir vainqueur de la pandémie, sans oublier la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Nous voyons le prochain mandat gouvernemental comme un nouveau départ. Les citoyens aspirent à une coalition gouvernementale dirigée par des femmes et des hommes capables de tenir leur engagement et de réaliser le développement souhaité. Une classe politique capable d'assurer la continuité de la dynamique de développement entamée par notre pays. Avec un taux de participation de plus de 50%, les habitants de la région de Souss-Massa expriment leurs vraies attentes. Un changement de cap vers de meilleures conditions de vie sur la voie du développement et du progrès économique et social. Alors, quels seront les enjeux pour la prochaine majorité gouvernementale? Une certitude entre la crise sanitaire engendrée par le nouveau coronavirus et ses dégâts sur le plan économique et le besoin de lancer des réformes structurelles et structurantes. Le prochain gouvernement aura du pain sur la planche. Alors, pour parler de ces enjeux, on revient à vous, Madame Delel Meni. Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes porte-parole du RNI durant la campagne électorale. Alors, quelles seront les premières actions? Premièrement, je rappelle que notre programme, qui est réalisable et chiffré, se base sur 5 aspects. Le premier, c'est la protection sociale. Le deuxième, c'est la santé, l'école publique, l'emploi et l'administration responsable. Certainement, nous avons élaboré notre programme avec beaucoup de soin. Il y aura un échéancier qui sera respecté. Par contre, il y aura bien évidemment des actions qui seront entreprises dès le démarrage du nouveau gouvernement. Et à ce niveau, je cite qu'il est indispensable d'instaurer le revenu de la dignité pour les personnes âgées ayant plus que 65% et qui n'ont pas de revenus pour vivre. Cette pension va commencer par 400 dirhams par mois à partir de 2021 et il sera augmenté jusqu'au 1000 dirhams en 2026. Des petits et des grands travaux publics pour trouver des solutions d'emploi pour les personnes qui ont perdu leur source de revenus à cause de la pandémie. Et ça va concerner 250 000 personnes. Il n'y aura pas des exigences en termes de diplôme ni d'expérience. Il y a aussi le PAC Al-Forsa qui consiste à des prêts sans intérêt pour des projets culturels, sportifs, associatifs et pour promouvoir également l'emploi à l'échelle locale. Il y a aussi une augmentation graduelle des budgets de la santé et aujourd'hui, nous sommes tous bien d'accord que la santé est une priorité, surtout suite aux conséquences de la pandémie Covid-19.
Donc tout cela fait partie des actions du futur gouvernement. Donc. Certainement, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que les secteurs sociaux nécessitent un travail sérieux. Alors, Madame Delelmeni, alors pour les 14 prochaines années, le modèle de développement fixe des actions précises avec un échéancier. Alors, idem pour le projet de couverture sociale générale qui s'étend sur 4 à 5 années seulement. Alors, les défis sont énormes. Quel est votre commentaire à ce sujet ? Déjà, le programme du RNI se croise en grande partie avec le document qui a été élaboré par le comité chargé de l'élaboration du nouveau modèle de développement. Et cela, bien évidemment, et parce que ça reflète les priorités des Marocains. Et nous avons fait la plus grande consultation publique qui a touché plus de 300 000 personnes. Donc, nous avons pu définir les priorités d'aujourd'hui et notre programme qui est chiffré, qui est réaliste et réalisable, servira pour la bonne mise en œuvre du nouveau programme de développement et surtout que le RNI dispose de compétences et nous avons vu tous leur bilan lors de la période du Covid et la période du confinement. Alors ma dernière question, quels seront les enjeux principaux, les principaux enjeux pour la majorité gouvernementale ? Le premier enjeu, c'est une force de l'institution du chef de gouvernement à la lumière de la Constitution de 2011. Ça, c'est une priorité. Ensuite, il nous faut aujourd'hui un gouvernement fort, homogène, solidaire, qui se concentre sur les priorités des Marocains et qui a la capacité de délivrer et de donner l'image que nous voulons pour ce pays que nous aimons énormément. Madame Delelmeni, merci d'avoir été notre invitée sur le plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du RNI vous étiez durant la campagne électorale. Merci beaucoup pour l'invitation. L'organisation réussie du triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre vient confirmer de nouveau la capacité du Maroc à asseoir le choix démocratique. La mission de la Ligue des États arabes, qui a pris part à l'observation des élections législatives communales et régionales, a indiqué que ce triple scrutin s'est déroulé conformément aux dispositions du cadre légal du processus électoral et aux normes et obligations internationales. Aucune violation susceptible d'affecter fondamentalement les résultats de ces élections n'a été constatée, a affirmé la mission de la Ligue arabe. De son côté, le Parlement arabe a indiqué que les élections se sont déroulées dans la neutralité, la transparence, la discipline, la fluidité, la sécurité. Et pour sa part, la communauté des États sahélo-sahariens a salué la tenue exemplaire des élections communales, régionales et législatives du 8 septembre, se félicitant de l'engagement patriotique et la maturité politique des acteurs politiques et des citoyens marocains dans cet exercice démocratique national. Fin de citation. Autre réaction et autre témoignage, c'est celui du président du mouvement réformateur, membre de la majorité gouvernementale en Belgique, Georges-Louis Boucher. On l'écoute. Donc effectivement, on a suivi les élections au Maroc parce que le Maroc est un pays ami et c'est vrai que pour nous en tant que parti libéral, le résultat avec deux partis de tendance libérale dont un extrêmement affirmé qui sort grand vainqueur des élections, c'est une bonne chose. Nous sommes convaincus que le projet libéral permet à la fois plus de bien-être, du développement économique, mais aussi tout un travail dans l'éducation, la recherche. Et le Maroc aujourd'hui est un pays avec beaucoup d'atouts qui n'attend justement que de pouvoir être déployé. Et ce signal est aussi un signal extrêmement positif qui a aussi été le fruit du vote des jeunes, puisqu'on a vu beaucoup de jeunes qui se sont déplacés. Près de 40% des votants sont des jeunes. Et donc, ça montre l'aspiration de la jeunesse à s'ouvrir, à démocratiser et à intégrer les valeurs libérales dans la vie de tout un chacun au quotidien.
nous avons une importante diaspora marocaine sur notre territoire et donc on a vraiment intérêt à collaborer ensemble dans des échanges économiques, des échanges culturels, aussi des enjeux stratégiques. Hein. Je pense aussi que pour l'ensemble des Marocains qui vivent en Belgique, eh bien, c'est aussi important de voir les relations qui pourraient et qui se tissent entre nos deux pays. Et au lendemain du vote, les réactions ont été nombreuses pour témoigner de la transparence des élections qui se sont déroulées, et je cite divers médias étrangers, dans un climat de liberté, de transparence et de forte participation. Un petit tour d'horizon de la presse internationale avec Nawel Goureri, Esma Tazi et Oumaima Ramli. C'est un défi que chaque pays espère relever haut la main. Un triple événement que les caméras des chaînes internationales ont capté avec intérêt. L'agence espagnole Europa Press qualifie le triple scrutin de mercredi d'historique à plus d'un égard. Une triple échéance et l'agence espagnole retient en particulier la participation massive dans les provinces sud. 66,94% à l'Ayoun Sarri al-Hamra, 63,76% à Guelmi Mouadnoun et 58,30% à Dakhla Wadi al-Dahab. Ces taux reflètent la contribution effective des populations des provinces sud à la gestion de la chose publique à travers leurs représentants dans les instances et les institutions élues démocratiquement. Le journal congolais Forum des As titre « Encore des représentants légitimes pour le Sahara marocain ». Plus en détail, le média congolais affirme que, comme en 2015, le Sahara marocain confère de la légitimité à ses filles et à ses fils, les habilite à gérer les provinces du Sud et à défendre au Parlement les intérêts de cette partie intégrante du royaume. De son côté, ABC Bourse s'est intéressé à ce triple scrutin. Le média en fait une lecture à travers la diplomatie économique du pays, retrace le parcours d'un Maroc qui, malgré les retombées économiques du Covid, maintient le cap. Un pays qu'il qualifie de nouvelle puissance économique régionale. Toujours dans le sillage de ces dynamiques démocratiques, la Tribune d'Afrique s'interroge si le nouveau gouvernement suivra. Pour le quotidien, la question est vite résolue. Comment ne pas consolider les acquis dans un pays qui fait figure de pôle de stabilité en Afrique du Nord? Côté web, lecauseur.fr énumère dans un article les multiples réalisations du Maroc dans un contexte épidémique inédit. Visiblement, le 8 septembre 2021 aura marqué les esprits. Une fois de plus, le Maroc brille par son modèle et s'érige comme un exemple à suivre par les pays qui veulent progresser dans la stabilité et la démocratie participative. Le nombre d'observateurs qui ont couvert l'opération électorale a dépassé le chiffre de 5000, dont 568 du Conseil national des droits de l'homme, en plus des 129 observateurs étrangers. 4323 observateurs appartiennent au tissu associatif national. Le collectif associatif pour l'observation des élections a tenu une conférence de presse pour présenter le travail des observateurs non partisans lors de ces élections. Saïd Al-Idrissi, Achour Ben-Saoud, Zakaria Mouqin Billah, Oumaima Ramli. Premier constat, une satisfaction générale quant au maintien des élections dans les délais prévus malgré la situation épidémiologique. Le collectif associatif pour l'observation des élections a présenté le travail fourni par ses membres. Nous avons suivi l'ensemble du processus électoral et nous avons produit quelques 296 fiches. Nous étions présents depuis les préparatifs avant la campagne électorale, durant la campagne électorale et pendant le jour du scrutin. Nos observateurs ont couvert plus de 10 140 bureaux de vote, soit 25% du nombre total des bureaux de vote et 100% des bureaux provinciaux. Nous avons assisté au décompte des voix dans toutes ces phases. Pour bien se préparer à ces échéances, le collectif a organisé 69 ateliers et stages encadrés par quelques 73 formateurs au profit des observateurs affiliés à différentes associations de la société civile.
Plus de 2620 observateurs étaient mobilisés pour l'opération d'observation non partisane des élections. Ils étaient répartis sur les 12 régions du royaume dans les différentes provinces et préfectures. Cela nous a permis de recueillir un ensemble d'informations sur tout le processus électoral depuis la soumission des candidatures, la campagne électorale et le jour du vote. Quelques 5020 observateurs étaient accrédités pour les élections générales d'avant-hier, 8 septembre. 4323 d'entre eux appartiennent à des associations de la société civile, 568 au Conseil national des droits de l'homme et 129 étaient des observateurs étrangers. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nissim Nausdar. À bientôt.